Je m'appelle Juliette. J'y ai 30 ans et j'y aurais dû savoir que le repas de la fête des mères n'a jamais vraiment eu pour but de célébrer les mères. Dans ma famille, chaque réunion était une pièce de théâtre et tout le monde avait déjà préparé mon texte avant même que je ne m'assoie. Je suis arrivé avec une tarte aux fraises achetée à la boulangerie, un sourire poli, et cette vieille habitude de me rendre utile avant même que quelqu'un ne me le demande. Puis, au milieu du repas, ma sœur aînée a levé son verre de vin, a souri comme si elle dévoilait un miracle, et a annoncé que le bébé numéro 3 était en route. Ma mère a applaudi la première, presque au bord des larmes de joie, en disant que c'était tout ce pourquoi elle avait prié. Mon père a hoché la tête une fois, et s'est tourné vers moi et, avec la certitude désinvolte d'un homme qui demande à quelqu'un de déplacer un meuble, a déclaré que c'était moi qui allais aider à garder les enfants. Au début, j'y ai cru qu'il plaisantait. Puis j'y ai vu le sourire satisfait de ma mère. Ensuite, ma sœur s'est adossée à sa chaise et a ajouté que, de toute façon, je ne faisais rien d'important de ma vie, alors au moins maintenant, j'y aurais enfin un but. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas argumenté. J'y ai juste souri de la façon dont j'y avais appris à le faire quand quelque chose se brisait à l'intérieur de moi, j'y ai repoussé ma chaise et je suis sorti de la maison pendant que le bruit des fourchettes contre les assiettes s'arrêtait net. J'y ai conduit jusqu'à chez moi, les deux mains tremblantes sur le volant, sans me douter que le lendemain matin, mon refus ne serait pas seulement qualifié d'égoïste, il serait traité comme un crime. Avant que je ne vous raconte ce qui s'est passé après avoir franchi cette porte, dites-moi, quelle heure est-il chez vous en ce moment? D'où me regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Je veux vraiment voir jusqu'où cette histoire va voyager. À la minute où je suis rentré dans mon appartement, le silence m'a frappé plus fort que le dîner. Il n'y avait pas de regards accusateurs, pas de remarques pleines de sous-entendus, pas des enfants qui couraient partout pendant que les adultes décidaient de mon avenir à ma place, juste le bourdonnement du réfrigérateur et ma propre respiration, saccadée et irrégulière. J'y ai posé la boîte de la boulangerie sur le plan de travail sans même en sortir la tarte, j'y ai enlevé mes chaussures et je suis resté debout au milieu de mon salon, essayant de comprendre pourquoi je me sentais coupable d'avoir dit non à une chose que je n'aurais jamais dû avoir à accepter en premier lieu. C'était le piège que ma famille avait perfectionné au fil des ans. Ils ne demandaient jamais directement jusqu'à ce que la réponse ait déjà été choisie pour moi. Ils utilisaient le ton de la voix, le bon moment et le sens du devoir. Ils enveloppaient leurs exigences dans des mots comme famille, amour, soutien, loyauté, sacrifice. Au moment où j'y ai été en âge de comprendre ce qui se passait, j'y avais déjà été dressé à prendre le relais. Au lycée, quand ma sœur voulait sortir avec ses amis, je restais à la maison pour aider. Quand ma mère disait qu'elle était épuisée, j'y annulais mes plans. Pendant les vacances et les fêtes, je cuisinais, je nettoyais, je divertissais, je consolais, je portais, je réparais, je m'excusais. On n'a jamais appelé ça du travail. On appelait ça simplement être une bonne fille. Et parce que je n'ai pas crié, parce que je ne me suis pas rebellé plus tôt, parce que je leur ai facilité la vie, ils ont confondu ma patience avec de la disponibilité et ma gentillesse avec un droit de propriété. Mon téléphone a commencé à vibrer moins de 10 minutes après mon retour. Maman. Papa. Encore maman. Puis ma sœur. Ensuite, un flot de SMS si prévisible que je n'avais même pas besoin de les ouvrir pour savoir ce qu'ils disaient. Ne sois pas dramatique. Tu nous as fait honte. La famille est de la famille. Reviens et parlons comme des adultes. La partie la plus insultante était cette dernière phrase, car tout ce que j'y avais fait, c'était de me comporter comme la seule adulte de cette maison. J'y ai ignoré chaque message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne définitivement. Puis, j'y ai appelé la seule personne qui ne m'avait jamais traité comme si j'y existais pour un usage public. Chloé a décroché à la deuxième sonnerie. Elle n'a pas commencé par demander ce qui s'était passé, ni si j'y avais réagi de manière excessive, ou si peut-être il ne l'entendait pas de cette façon. Elle a juste dit, tu es parti, n'est-ce pas? Je me suis assise par terre à côté de mon canapé, j'y ai ri un coup sans aucune joie, et j'y ai dit, j'y ai atteint ma voiture avant que quiconque ne se souvienne que j'y étais un être humain. Je lui ai tout raconté, elle annonce, les applaudissements, mon père m'offrant comme si j'y étais incluse dans le budget familial. La remarque de ma sœur sur le fait d'avoir un but, prononcée avec ce petit roulement des yeux qu'elle maîtrisait depuis notre adolescence. Celui qui disait que j'y étais ridicule de vouloir une vie qui ne tournait pas autour de la sienne. Chloé a écouté silencieusement, puis a dit quelque chose qui m'a frappé plus fort que le réconfort habituel. Juliette, il continue de faire ça parce que ça marche, pas parce que c'est juste.
parce que ça marche. J'y ai appuyé ma tête contre le canapé et j'y ai fermé les yeux. Elle avait raison. Le pire n'était même pas cette soirée. C'était le schéma répétitif. Il ne s'agissait pas d'un seul repas de famille ou d'une seule grossesse. Il s'agissait de toute une vie à être traitée comme la paire de bras de secours, le réservoir des énergies émotionnelles, la fille dont l'emploi du temps était toujours flexible parce que personne n'avait jamais pris la peine de savoir quels étaient ses projets. J'y ai fini par avouer à Chloé la partie que j'y avais à peine osé dire à voix haute, je me préparais discrètement à lancer mon propre studio de design graphique d'ici quelques mois. J'y avais passé 2 ans en tant que freelance, à économiser, à me constituer une clientèle, à travailler tard le soir pendant que ma famille disait aux proches que je me cherchais encore. Chloé est restée silencieuse un instant, puis a dit, donc, ils pensent que tu es libre parce qu'ils n'ont jamais respecté ce que tu es en train de construire. Cette phrase a résonné dans mon appartement comme un verdict. Elle m'a dit de ne répondre à personne pour l'instant, de respirer, de faire des captures des écrans des messages, et d'arrêter d'agir comme si poser des limites nécessitait une autorisation. Puis elle a dit autre chose dont je n'ai pas pu me défaire. Tu sais ce qui blesse le plus ce genre de personnes? Ce n'est pas de crier, ni de supplier, c'est simplement de refuser de jouer le rôle qu'ils t'ont assigné. Après avoir raccroché, j'y ai regardé à nouveau mon téléphone. Des autres SMS étaient arrivés. Ma mère disait que j'y avais gâché la fête des mères. Mon père disait que je devais une explication à la famille. Ma sœur disait qu'elle était submergée et que je ramenais tout à moi. Je n'ai pas répondu. Pour la première fois depuis des années, j'y ai laissé leur déception rester là où elle devait être, avec eux. Et pourtant, quelque part sous ma colère, une prise de conscience plus glaciale avait commencé à se former. Ma famille n'était pas choquée que je refuse. Ils étaient choqués que je refuse publiquement, devant des témoins, devant des proches, devant la version d'eux-mêmes qu'ils aimaient mettre en scène. Cela signifiait qu'ils n'allaient pas laisser passer ça en silence. J'y ai mal dormi. Le genre de sommeil où votre corps s'éteint, mais où votre esprit continue de faire les 100 pas. Vers 7 heures le lendemain matin, j'y étais debout dans ma cuisine, vêtu d'un t-shirt trop grand, attendant un café assez fort pour combattre le mal de crâne qui pulsait derrière mes yeux, quand mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. J'y ai failli ne pas répondre. Je me suis dit que c'était du spam, ou peut-être un de ces appels de démarchage téléphonique pour le compte CPF ou à l'isolation à 1 euro que j'y ignorais depuis des semaines, mais quelque chose m'a poussé à décrocher quand même. La voix à l'autre bout du fil était calme, professionnelle, et totalement inappropriée pour un dimanche matin. Bonjour madame. Ici le brigadier Laurent du commissariat de quartier. Est-ce que je parle bien à Juliette Moreau? La machine à café s'est arrêtée derrière moi. J'y ai répondu oui. Et avant qu'il ne continue, j'y ai eu l'estomac tellement noué que j'y ai eu l'impression de rater une marche dans le noir. Il m'a expliqué qu'ils avaient reçu un signalement me concernant. Ma mère les avait contactés tard la nuit précédente, affirmant que j'y avais quitté une réunion de famille dans un état de grande détresse, que je ne répondais pas au téléphone, et qu'elle craignait que je sois instable et en danger. Pendant une seconde, je n'ai honnêtement pas pu parler. Je suis juste resté là, agrippant le plan de travail si fort que mes doigts me faisaient mal. Instable. C'était le mot qui résonnait le plus fort. Pas disparu. Pas inquiète. Instable. Je lui ai demandé de répéter ce qu'elle avait dit, et il a soigneusement reformulé de la façon dont les gens le font quand ils savent que la version originale pourrait envenimer les choses. Il a dit que le rapport suggérait que j'y étais parti précipitamment sous le coup de l'émotion, que je traversais une période de grande tension personnelle et que la famille s'inquiétait pour mon état psychologique. Voilà. Ma mère n'avait pas simplement paniqué. Elle avait construit un récit. Elle avait pris un acte de refus et elle avait déguisé en fragilité, en instabilité, en danger. Elle n'avait pas appelé parce qu'elle m'aimait. Elle avait appelé parce qu'elle avait besoin que l'autorité intervienne là où la culpabilisation avait échoué. J'y ai dit au brigadier Laurent que j'y étais seul chez moi et que j'y allais parfaitement bien. Je lui ai dit que j'y avais quitté un repas de famille après un désaccord et que j'y avais choisi de ne pas répondre à mes proches parce que je ne voulais pas être harcelé toute la nuit. À son crédit, son ton a changé. Pas plus chaleureux exactement, mais plus humain. Il m'a demandé si je me sentais en sécurité, s'il y avait eu des menaces, si quelqu'un avait accès à mon appartement. J'y ai répondu clairement à chaque question. Puis il a fait une pause et a dit, avec la diplomatie prudente de quelqu'un qui a entendu assez de drames familiaux pour en reconnaître un en direct,
il serait peut-être utile de communiquer directement avec votre famille pour qu'ils comprennent que vous n'êtes pas en danger. Utile. J'y ai failli éclater de rire. Utile pour qui? Pour moi, qui venait d'apprendre que ma mère pouvait impliquer la police avant même de pouvoir respecter le mot non. Ou pour elle? Pour qu'elle puisse éviter l'humiliation quand la vérité éclaterait. Je les remercier, j'y ai mis fin à l'appel, et j'y ai regardé mon reflet dans la porte du micro-ondes. J'y avais l'air épuisé, mais je n'avais pas l'air instable. J'y avais l'air de quelqu'un qui venait de voir une violation de ses limites personnelles se transformer en une affaire officielle. Mon téléphone a vibré à nouveau presque immédiatement, cette fois avec des SMS de ma mère qui m'ont glacé le sang à cause de l'innocence qu'il simulait. « Tu vas bien? S'il te plaît, réponds. Tu m'a fait peur. J'y ai seulement fait ce que n'importe quelle mère ferait. » Il n'y avait aucune mention de la police, aucune mention des mots qu'elle avait utilisés, aucune reconnaissance du fait qu'elle m'avait dépeinte comme psychologiquement fragile parce que je refusais d'être une babysitter gratuite. C'est à ce moment-là que la vérité m'est apparue clairement. Ma famille avait passé des années à me traiter comme une main-d'œuvre de secours. Mais maintenant, je pouvais voir le système plus vaste qui se cachait en dessous. Ils ne s'attendaient pas seulement à mon aide. Ils pensaient qu'ils avaient le droit de gérer mes choix. Si la culpabilité ne fonctionnait pas, la pression le ferait. Si la pression ne fonctionnait pas, l'humiliation le pourrait. Si l'humiliation échouait, alors il passerait par la force par procuration. J'y ai repensé au dîner, à la certitude suffisante dans la voix de mon père, à la petite phrase cruelle de ma sœur sur le fait d'avoir un but, et soudain tout s'est mis en place d'une manière qui m'a donné la nausée. Ils voyaient sincèrement mon indépendance non pas comme une vie, mais comme un refus de me rendre utile pour eux. Mon rêve, mon travail, mon temps, mon corps, mon appartement, mon avenir, tout cela restait invisible jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose. Ensuite, cela devenait une propriété commune. J'y ai ouvert le fil de discussion avec ma mère et j'y ai laissé mes doigts flotter au-dessus du clavier. Je voulais écrire quelque chose de dévastateur, quelque chose de précis, quelque chose qui lui ferait ressentir ne serait-ce qu'une fraction de l'humiliation que j'y avais ressentie en entendant un policier vérifier gentiment que je n'avais pas perdu la tête. Au lieu de cela, j'y ai verrouillé mon téléphone et je l'ai posé face contre table. La rage était brûlante, mais la clarté des esprits était bien meilleure. Si je répondais maintenant, il m'entraînerait dans un autre marécage émotionnel où tout serait transformé en un malentendu motivé par l'amour. Non, cela avait changé l'ampleur des choses. Ils avaient intensifié la situation les premiers. Cela signifiait que quoi qu'il se passe ensuite, cela devait être délibéré. Pas bruyant, pas impulsif, mais délibéré. Et avant de faire quoi que ce soit d'autre, j'y avais besoin de savoir si c'était vraiment juste ma mère qui paniquait ou si toute la famille parlait de moi d'une manière que je n'avais même pas imaginée. J'y ai rappelé Chloé parce que à ce moment-là, elle n'était plus seulement mon amie dans cette situation. Elle était mon point d'ancrage avec la réalité. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle a demandé ce qui s'était passé. Et quand je lui ai dit que ma mère avait impliqué la police et insinué que j'y étais mentalement instable, Chloé n'a même pas essayé d'adoucir sa réaction. Elle a dit, « Juliette, ce n'est pas de l'inquiétude. C'est du contrôle. » J'y ai fait les 100 pas d'un bout à l'autre de mon appartement pendant que nous parlions, rejouant chaque mot du policier, chaque texto de ma mère, chaque moment de silence de ces dernières années où j'y avais senti que quelque chose n'allait pas, mais où je m'étais convaincu que j'y étais trop sensible. Chloé m'a posé la seule question que personne dans ma famille ne m'avait jamais posée. Que est-ce que tu veux faire maintenant? Pas ce qu'ils attendent de toi. Je lui ai dit que je ne savais pas encore, car une partie de moi n'arrivait toujours pas à croire que c'était en train d'y arriver. Une partie de moi continuait de chercher l'explication la plus douce, le malentendu, la réaction émotionnelle excessive qui pourrait encore être résolue avec une discussion et quelques larmes. Chloé m'a laissé m'imprégner de ce silence pendant un moment, puis elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à m'avouer, même si ça n'allait pas me plaire. Une de mes cousines, que Chloé avait croisée à un enterrement de vie de jeune fille quelques semaines plus tôt, avait mentionné que ma famille parlait de moi depuis des mois. Pas avec inquiétude, mais avec mépris. Ma sœur avait apparemment raconté à nos proches que je travaillais à domicile parce que je ne pouvais pas gérer un vrai travail de bureau, que j'y étais toujours disponible, que je n'avais aucun engagement sérieux, et qu'une fois le nouveau bébé là, je serais enfin utile à quelque chose. Chloé a dit qu'elle ne m'en avait pas parlé parce que ça lui semblait mesquin et que ce n'était que des bruits de couloir à l'époque, et elle ne voulait pas créer de drame à partir de ragots. Mais maintenant, après l'appel à la police,
ça ne ressemblait plus à des commérages. Ça ressemblait à une préparation. Il construisait un récit sur moi bien avant le dîner. Paresseuse, sans but, sans attache, la fille avec du temps libre, la tante sans enfant à elle, et par conséquent sans droit légitime sur son propre emploi du temps. Je me suis assise à mon bureau et j'y ai ouvert le dossier où je gardais mes factures, les maquettes de mes clients, mes contrats, les plans de lancement de mon entreprise, mes statuts des auto-entrepreneurs, toutes les preuves que mon rien avait en fait été des années de travail rigoureux. Soudain, ces fichiers ne représentaient plus seulement de l'ambition. Ils représentaient des preuves. Chloé a dit, tu dois arrêter de te battre contre la version fantasmée qu'ils ont de toi. Commence à gérer ce qu'ils ont réellement fait. Cela changeait tout. Parce que si ma mère avait juste paniqué, cela aurait pu être perçu comme de l'émotion. Mais si la famille avait déjà dit aux gens que je dérivais dans la vie, alors le dîner de la fête des mères n'était pas une simple supposition spontanée. C'était un couronnement public. Ils avaient choisi le décor, le public et le scénario. Ils comptaient sur moi pour encaisser l'insulte parce que je l'avais toujours fait par le passé. Chloé m'a demandé si j'y allais les confronter. J'y ai répondu oui, mais pas pour mendier leur compréhension. J'y en avais fini de minimiser ma vie avec des mots simples pour qu'ils ne se sentent pas menacés par elle. J'y ai commencé à regrouper des captures des écrans de messages dans un dossier. Les messages manipulateurs de ma mère. L'exigence de mon père pour avoir une discussion. Le petit commentaire amer de ma sœur envoyé après minuit disant « Peut-être que quand tu auras tes propres enfants, tu comprendras ce que les vraies femmes sacrifient. » Celui-là m'a presque fait rire par son arrogance pure. Les vraies femmes. Comme si la condition féminine ne comptait que lorsqu'elle s'épuisait au service des choix de quelqu'un d'autre. Chloé m'a vivement conseillé de ne pas y retourner si je pensais être coincé ou manipulé. Mais à ce moment-là, ma peur avait été remplacée par quelque chose de plus solide. Je ne retournais pas là-bas pour gagner une dispute. J'y y retournais parce que à partir du moment où les gens sont prêts à déformer votre caractère devant la police et la famille, le silence commence à ressembler à un consentement. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle m'accompagne. J'y ai réfléchi. Un témoin aiderait. Du soutien aiderait. Mais ensuite, j'y ai imaginé ma famille. La façon dont ils joueraient la carte de la courtoisie si une étrangère était présente. La façon dont ils appelleraient ça une fâcheuse confusion pour ensuite me punir de les avoir fait mal paraître. Non. Si j'y retournais, ce devait être dans la même arène où il m'avait initialement désigné des offices sans mon consentement, devant les personnes qu'il tenait tant à impressionner. Avant qu'on ne raccroche, Chloé a dit une chose que j'y ai immédiatement notée parce que ça ressemblait à la colonne vertébrale de tout ce que j'y avais besoin de dire. Tu ne refuses pas d'aider. Tu refuses d'être assigné à résidence. J'y ai regardé cette phrase pendant un long moment après la fin de l'appel. C'était net, précis, indiscutable, à moins que quelqu'un n'admette exactement le sentiment de supériorité et des appropriations que je voulais exposer. Puis j'y ai vérifié les réseaux sociaux et mon sang n'a fait qu'un tour. Ma mère avait publié un collage sentimental de la fête des mères. Sur chaque photo, la famille avait l'air joyeuse, unie, rayonnante sous le soleil printanier et les guirlandes lumineuses du jardin. La légende disait, la famille est notre plus grande bénédiction. Tellement reconnaissante pour tous mes enfants et l'amour que nous partageons, même à travers les moments difficiles. Les commentaires étaient remplis de cœur. Il n'était mentionné nulle part que l'un de ces moments difficiles avait apparemment nécessité un appel à la police et une campagne de chuchotement sur ma stabilité émotionnelle. C'est là que j'y ai compris une chose essentielle. La version de la vérité préférée de ma famille était toujours celle qui ne laissait de bleu visible sur personne, sauf sur moi. Alors, je me suis habillé lentement, comme quelqu'un qui se prépare pour une réunion capitale. J'y ai choisi un jean, un chemisier noir et une veste de tailleur qui me donnaient l'air plus affûté que la veille au soir. J'y ai imprimé quelques documents, non pas parce que je comptais agiter des papiers au visage de qui que ce soit, mais parce que je voulais des rappels physiques de qui j'y étais avant qu'il n'essaie de me rabaisser à nouveau. Des contrats clients, des plannings de projets, la maquette de la page web de mon studio. Ma vie, tangible et indéniable. Ensuite, j'y ai pris mes clés. Je ne retournais pas à ce déjeuner dominical pour me défendre. J'y retournais pour mettre fin à un rôle. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a duré 38 minutes, mais mentalement, il s'est étiré sur des années. J'y ai pris la route la plus longue par instinct, celle qui passait devant la zone commerciale où j'y avais travaillé à 19 ans pour aider à payer les factures,
est l'église de la commune où ma mère aimait être louée comme une paroissienne et mère dévouée. Le parc où ma sœur avait pleuré un jour parce que je lui avais dit que je ne pouvais pas sécher un examen important à la fac pour faire du babysitting, ce qui m'avait valu d'être traité de personne froide par ma mère pendant 2 semaines d'affilée. Les souvenirs n'arrivaient pas sous forme de flashbacks bien nets. Ils venaient comme une pression physique. À un feu rouge, je me suis soudainement souvenu d'avoir eu 16 ans et d'avoir quitté un événement scolaire plus tôt parce que ma mère disait que ma sœur avait besoin d'aide pour un projet d'école qu'elle avait repoussé à la dernière minute. Au carrefour suivant, je me suis rappelé d'avoir 23 ans et d'avoir manqué un dîner de networking professionnel parce que mon père insistait sur le fait que la famille passait en premier quand la babysitter de ma sœur avait annulé. À 27 ans, quand je leur ai dit que je voulais créer ma propre entreprise, ma mère a souri de cette façon prudente qu'elle utilisait quand elle faisait semblant de ne pas me rejeter et a dit « C'est bien ma chérie, mais il est préférable de garder des attentes réalistes. » Réaliste, dans ma famille, ce mot signifiait « suffisamment petit pour ne déranger personne ». Mon téléphone a vibré 2 fois pendant le trajet. Je n'ai pas regardé. Je connaissais déjà la chorégraphie émotionnelle. D'abord est l'inquiétude, puis est l'accusation, puis la supériorité morale, et enfin est l'invitation à se réconcilier tant que je reprenais exactement la forme qu'il préférait. En tournant dans la rue menant à la maison, j'y ai remarqué des voitures supplémentaires garées le long du trottoir. Quelques membres de la famille étaient encore là, les restes du week-end prolongé de la fête des mères, exactement le genre de public que ma famille ne gaspillerait jamais. Le portail du jardin était ouvert. Je pouvais entendre des rires lointains, des tintements de verre et des enfants qui criaient sous les jets d'eau. Ils continuaient comme si de rien n'était, ce qui me mettait d'une certaine manière plus en colère qu'une hostilité ouverte. Ma mère avait appelé la police pour moi moins de 12 heures plus tôt, et maintenant ils mangeaient de la salade de fruits au soleil, comme si nous avions simplement eu un banal petit accrochage familial. Je suis resté dans ma voiture garée pendant un instant, laissant la climatisation souffler sur mon visage. Pour la première fois de la journée, le doute a tenté une dernière fois de s'infiltrer. Et si j'y entrais et qu'il déformait tout? Et si mon père haussait le ton et que je replongeais dans mes vieux instincts de soumission? Et si ma mère pleurait? Elle utilisait les larmes comme une arme plus efficacement que quiconque. Et si ma sœur riait? Ce serait peut-être pire. Puis, j'y ai regardé le siège passager où se trouvait le dossier, et je me suis souvenu du ton du policier. Poli mais prudent lorsqu'il m'a demandé si j'y étais en sécurité. En sécurité. Le fait qu'un étranger ait dû me poser la question parce que ma mère avait choisi de me faire passer pour folle était suffisant pour endurcir le peu de douceur qui me restait. Je suis sorti de la voiture et j'y ai pu sentir l'odeur du barbecue, de l'herbe coupée, de la crème solaire et de ce parfum floral bon marché que ma mère portait au beau jour. La familiarité sensorielle m'aurait autrefois apaisé. Ce jour-là, elle m'a seulement rappelé à quel point les gens confondent facilement la familiarité avec l'innocence. En marchant vers le jardin, j'y ai entendu ma sœur avant de la voir, riant bruyamment, se prélassant dans l'attention générale, déjà au centre d'un autre cercle. Elle était douée pour ça. Douée pour absorber les célébrations comme de l'oxygène. Mon père se tenait près du barbecue, un verre à la main, hochant la tête à quelque chose que disait un oncle. Ma mère arrangeait des assiettes comme si elle était la gardienne officielle de la paix sur Terre. À l'espace d'une seconde surréaliste, je me suis demandé s'ils allaient vraiment faire comme si rien de tout cela ne s'était produit. Puis, ma mère a levé les yeux, elle m'a vu, et tout son visage s'est réorganisé pour la représentation théâtrale. L'inquiétude a adouci sa bouche. Le soulagement a écarquillé ses yeux. Elle a posé l'assiette et s'est précipitée vers moi, pas trop vite cependant, car une vraie panique aurait paru suspecte. « Juliette » a-t-elle dit, assez fort pour que les proches aux alentours entendent. « Dieu merci. Est-ce que tu vas bien ?» Et voilà. Pas de bonjour. Pas de nous devons parler. Pas de je suis désolé. Juste la continuation de l'histoire qu'elle avait déjà commencé à raconter. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'y ai regardé au-delà d'elle, vers le jardin, vers les tantes et oncles qui faisaient semblant de ne pas observer, vers ma sœur qui se tournait vers nous avec la même expression que les gens arborent quand une émission qu'ils aiment reprend soudainement après la pub. Puis j'y ai regardé ma mère et j'y ai réalisé qu'elle s'attendait à ce que je la soulage de son inconfort, que je rassure tout le monde, que je lisse la situation. L'ancienne moi elle aurait fait automatiquement. L'ancienne moi aurait baissé la voix et pris le blâme juste pour que la scène se termine sans faire de vagues. Au lieu de cela, j'y ai dit calmement, mais suffisamment clairement pour que plusieurs conversations autour de nous s'arrêtent, « Je vais parfaitement bien, maman. »
C'est pourquoi j'aimerais savoir pourquoi tu as dit à la police que J était psychologiquement instable. Le silence qui a suivi m'a paru presque sacré. L'expression de ma mère a vacillé. Mon père s'est redressé. Ma sœur a posé son verre. Les gens qui grignotaient des chips et de la pastèque se sont transformés en témoins oculaires sans bouger d'1 centimètre. Ma mère a immédiatement baissé la voix, ce qui m'a tout dit. Juliette, pas ici. Cette phrase m'a presque fait sourire. Bien sûr, pas ici. Pas devant les gens. Pas à la lumière du jour. Pas à l'endroit où les rôles sont attribués et peaufinés. Mais je n'avais pas conduit 38 minutes pour me laisser gérer en silence dans un coin. Non, ai-je dit. En fait, c'est exactement ici que ça a commencé. Mon père est intervenu en premier et m'a dit de ne pas faire de scandale. Je me suis reculé et j'y ai dit qu'ils en avaient déjà fait un quand maman a appelé la police. Le mot police a changé l'ambiance instantanément. Ma mère s'est avancée précipitamment, insistant sur le fait qu'elle s'était seulement inquiétée parce que j'y étais parti bouleversé et que j'y avais arrêté de répondre à mon téléphone. J'y ai demandé ce qui, exactement, elle avait poussé à dire à des inconnus armés que j'y étais instable. Ma sœur m'a coupé en disant qu'ils avaient seulement demandé de l'aider, que la famille était censée se soutenir mutuellement. Je lui ai répondu que c'était faux. Elle avait annoncé sa grossesse. Nos parents avaient offert mon temps sans me consulter, puis elle avait insulté ma vie devant tout le monde. Ce n'était pas demander de l'aide. C'était se croire tout permis. Elle a croisé les bras et a dit que je travaillais à domicile, que je fixais mes propres horaires et que je n'avais pas d'enfants, donc évidemment, mon emploi du temps était plus flexible. J'y ai dit à tout le monde présent que j'y étais en train de créer mon propre studio de design avec de vrais clients, de vrais contrats et des délais réels, mais que ma famille ignorait tout cela parce qu'il était plus facile de me traiter comme une remplaçante non rémunérée. Ma mère a dit que les adultes font des sacrifices et que ma sœur était débordée. J'y ai répondu que choisir d'avoir un 3e enfant ne me rendait pas responsable de l'éducation de cet enfant. Ma sœur s'est mise en colère et a demandé aux membres de la famille quel genre de tante j'y étais. Cela m'a donné l'ouverture dont j'y avais besoin. J'y ai regardé autour du jardin et j'y ai dit la vérité devant tout le monde. Pendant des années, j'y avais été la personne que cette famille appelait chaque fois que la vie devenait compliquée. Mais au moment même où j'y ai dit non, ma mère a appelé la police et m'a fait passer pour une folle. Le jardin est devenu complètement silencieux. Mon père voulait que la conversation se poursuive en privé, mais j'y ai refusé. En privé, c'était là qu'il réécrivait l'histoire. En public, c'était là qu'il m'avait assigné à résidence, humilié et dénoncé. Ensuite, j'y ai ouvert mon dossier et j'y ai montré juste assez de preuves. Papiers administratifs, plan de lancement, date butoir de projet. Pour clarifier une chose. Ma vie était réelle. Mon travail comptait. Et j'y en avais fini de les laisser me traiter comme si je n'existais que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été bruyant à la manière dramatique dont les gens imaginent les explosions familiales au cinéma. Personne n'a renversé de table. Personne n'a jeté de verre. Ce qui s'est brisé était plus subtil et, pour moi, plus satisfaisant. C'était l'illusion. Ma mère a cessé de feindre l'inquiétude parce que le public était passé de compatissant à dubitatif. Mon père a cessé de parler avec des phrases autoritaires et a commencé à choisir ses mots comme un homme qui venait soudain de se rappeler que des autres personnes écoutaient. Ma sœur, dépouillée de sa supériorité morale facile, ressemblait moins à une future mère rayonnante et plus à quelqu'un de furieux que son agence de garde des enfants privés se soit soudainement découvert une colonne vertébrale. Pour la première fois depuis des années, ils devaient tous me répondre en tant que personne au lieu d'une fonction utilitaire. Ma mère a récupéré en premier, mais seulement à moitié. Je pense que tu déformes les choses, a-t-elle dit. Personne n'essaie de t'utiliser. Nous pensions juste que tu voudrais soutenir ta sœur pendant une période difficile. J'y ai hoché la tête une fois. Si tu avais pensé cela, tu me l'aurais demandé en privé. Tu ne m'aurais pas réquisitionné en public. Mon père a expiré bruyamment, déjà irrité que la logique l'emporte sur son autorité. Ça suffit, a-t-il dit. C'est allé trop loin. Je l'ai regardé et j'y ai dit, c'est allé trop loin quand vous avez traité mon temps comme une propriété familiale. C'est allé encore plus loin quand maman a impliqué la police. Je suis juste la première personne ici à le dire à voix haute. Une cousine près de la clôture a murmuré, elle n'a pas tort. Et même si c'était à peine audible, cela a résonné comme une cloche des églises.
Ma sœur s'est tournée vers la voix, puis de nouveau vers moi, rouge d'humiliation. Alors, quoi maintenant, a-t-elle exigé. Tu veux qu'on s'excuse tous parce qu'on a supposé que tu aiderais ta propre famille. Il y avait du venin dans l'expression ta propre famille. Comme si la notion de famille ne comptait que lorsqu'elle coulait dans un seul sens. J'y ai répondu avec beaucoup plus de calme que je n'en ressentais. Non, je veux quelque chose de beaucoup plus fondamental. Je veux que vous compreniez tous que mon nom n'est pas une crise, pas une attaque, et pas un symptôme médical. C'est une réponse. Cette phrase a semblé frapper plus fort que n'importe quelle accusation. Les personnes qui comptent sur votre soumission ont souvent beaucoup de mal avec l'idée qu'un refus puisse être moralement neutre. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes, mais pas de la façon dont il le faisait quand elle était sincèrement blessée. C'étaient des larmes stratégiques, arrivant pile au bon moment. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-elle murmuré. C'était là, la fameuse dette familiale qui ne pourrait jamais être remboursée parce que son but n'était pas le remboursement, mais le chantage. Je me suis senti étrangement lucide. Si ce que vous avez fait pour moi c'était de l'amour, ai-je dit, alors ça ne devrait pas être accompagné d'une facture à chaque fois que je ne veux pas faire ce que vous exigez. Ma sœur a laissé échapper un petit bruit sec d'incrédulité. T'es incroyable. Maman pleure et tu continues ton cirque. Je me suis tourné vers elle. Tu m'as dit que je n'avais aucun but dans la vie à moins que je n'élève tes enfants à ta place. Alors, ne faisons pas semblant de mesurer le niveau de gentillesse ici. Son visage est devenu rouge. Vraiment rouge. Le genre de rougeur qui se propage trop vite pour être caché. Et puis, parce que les gens se révèlent le plus totalement lorsqu'elle humiliation dépasse leur sang-froid, elle a craqué. Elle a commencé à parler par-dessus moi, par-dessus notre mère, par-dessus tout le monde. Elle a dit que j'y étais jalouse parce que je n'avais pas de mari, pas des enfants, pas de vraie famille à moi. Elle a dit que je jugeais les mères parce que je ne pouvais pas comprendre le mot sacrifice. Elle a dit que tout le monde avait toujours su que j'y étais difficile, égocentrique, froide et secrètement rancunière chaque fois que l'attention se portait sur quelqu'un d'autre. À mi-chemin de son discours, elle a réalisé que personne ne venait à son secours. Ni mon père, ni ma mère, ni la famille élargie. Le silence autour d'elle est devenu un miroir, et dans ce miroir, elle a vu exactement à quel point elle paraissait odieuse. C'est à ce moment-là que j'y ai su que quelque chose de fondamental avait basculé. Elle s'était attendue à ce que le cœur familial se joigne à elle, pourrait s'harmoniser autour de son indignation comme il l'avait toujours fait. Au lieu de cela, tout ce qu'elle avait, c'était sa propre voix. Trop forte, trop agressive, trop révélatrice. Ma mère a essayé de la faire taire, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Ma sœur s'est dégagée brusquement et a crié que rien de tout cela n'arriverait si j'y arrêtais simplement de me comporter comme si j'y étais trop bien pour aider. Une tante à qui je parlais à peine, une des sœurs de ma mère, a finalement dit prudemment mais fermement, aider est une chose. Engager quelqu'un d'autre de force en est une autre. La phrase était douce, mais son effet a été dévastateur. Ma mère a pâli. Mon père a détourné le regard. Ma sœur a dévisagé la tante comme si une trahison venait d'arriver du mauvais côté du jardin. Au cours de toutes ces années où j'y avais joué les gardiennes de la paix, une vérité était restée constante, une fois que la famille élargie voit le schéma toxique, les personnes qui dépendent de ce schéma paniquent. Je n'avais pas besoin de vengeance au sens dramatique de la terre brûlée dont j'y avais fantasmé dans les minutes à vif qui ont suivi l'appel de la police. Je n'avais pas besoin de les détruire. J'y avais besoin qu'ils soient incapables de préserver leurs mensonges. Et là, dans ce jardin ensoleillé, avec des desserts à moitié mangés sur des assiettes en carton, et tout le monde soudainement conscient de qui avait vraiment franchi la ligne rouge, j'y ai obtenu exactement cela. Pourtant, je n'avais pas terminé. J'y ai pris une grande inspiration et j'y ai dit, laissez-moi rendre les choses simples. À partir de maintenant, je ne ferai plus de babysitting. Pas occasionnellement. Pas juste pour cette fois. Pas parce que vous êtes débordés. Et certainement pas parce que vous pensez que ma vie a moins d'importance que la vôtre. Et si quelqu'un ici décide de répéter l'histoire selon laquelle je suis instable, paresseuse ou sans but, je raconterai la vérité entière à chaque fois. Y compris la partie où maman a contacté la police parce que j'y ai quitté la table après avoir été assignée à un travail de nounou gratuit devant toute la famille. Ma mère avait l'air horrifiée, non pas parce que je mentais, mais parce que je promettais d'être constante. Les systèmes manipulateurs survivent grâce à la mémoire sélective. Je menaçais de rendre ma décision permanente.
Mon père a finalement essayé l'approche pragmatique. Juliette, ne fais pas quelque chose de définitif pour un simple malentendu. J'y ai presque souri. C'est définitif parce que ce n'est pas un malentendu. C'est un fonctionnement habituel. Je refuse juste d'y participer plus longtemps. Puis j'y ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'y ai plongé la main dans mon sac, j'y ai sorti le double des clés de la maison de mes parents que je gardais sur moi depuis la fac, j'y ai marché jusqu'à la table de jardin et je les ai posées à côté du verre plein de ma mère. Pas de grand discours, pas de théâtralité, juste le petit bruit métallique sur le verre. Le symbolisme a frappé immédiatement. Ma mère a fixé les clés comme si elle l'avait personnellement insulté. Elle savait ce que cela signifiait. Fini les appels des urgences pour nourrir le chien, garder les enfants, apporter le plat préparé, gérer les problèmes, sauver la situation. Fini les attentes non formulées déguisées en esprit de famille. La bouche de ma sœur s'est pincée. La mâchoire de mon père s'est contractée. Je les ai tous regardés une dernière fois et j'y ai réalisé quelque chose qui aurait dû me faire plus de mal que ça n'en a fait. Ils avaient passé tellement de temps à mal interpréter mon silence qu'ils n'avaient sincèrement jamais cru que je pourrais abandonner ce rôle. Vous devez tous trouver un mode de garde des enfants qui ne repose pas sur le fait de faire semblant que je n'ai pas de vie, ai-je dit. Et maman, ne contacte plus jamais la police à mon sujet, à moins que je ne sois réellement porté disparu. Si ça se reproduit à cause d'une pression familiale, je gérerai ça de manière très différente. Elle a ouvert la bouche, peut-être pour m'accuser de la menacer, peut-être pour pleurer à nouveau, peut-être pour me supplier de ne pas partir comme ça devant tout le monde. Mais je ne suis pas resté pour elle entendre. Je me suis retourné et j'y ai traversé le jardin, passant devant des oncles et tantes qui évitaient maintenant mon regard par gêne ou peut-être par honte. Passant devant les enfants qui couraient à travers la brume des jets d'eau. Passant devant cette mise en scène grandeur nature de la famille qui s'était finalement assez fissurée pour que je puisse voir les rouages à l'intérieur. Personne ne m'a arrêté. C'était la deuxième victoire. Il n'avait pas de script pour une femme qui refusait de rester et de les réconforter après avoir dit la vérité. Quand je suis monté dans ma voiture, mes mains étaient fermes. Je n'ai pas pleuré jusqu'à ce que j'y atteigne le bout de la rue, et même alors, les larmes ressemblaient moins à du chagrin qu'à une libération. Le temps que j'y arrive chez moi, mon téléphone avait déjà commencé à vibrer avec des messages. Mais cette fois, le ton avait changé. Plus des accusations. Du contrôle des dégâts. Mon père voulait parler calmement. Ma mère disait que l'après-midi avait dégénéré. Ma sœur disait que je l'avais humiliée pendant l'une des périodes les plus émotionnelles de sa vie. Je n'ai répondu à aucun des entre ce jour-là, ni le lendemain. 3 jours plus tard, ma mère a appelé un numéro que j'y avais oublié qu'elle utilisait encore. J'y ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Sa voix semblait plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Elle ne s'est pas excusée, pas complètement. Les gens comme elle le font rarement. Mais elle a demandé si je pouvais au moins passer et aider à arranger les choses parce que ma sœur paniquait. Les frais de garde des enfants étaient plus élevés que prévu, et la famille était sous pression. J'y ai écouté le message 2 fois, je l'ai sauvegardé, puis je l'ai supprimé des notifications sans répondre. C'était ça, la vengeance finale, si on veut l'appeler ainsi. Pas de cris, pas de cruauté, pas de les punir comme il m'avait puni. Juste laisser la réalité s'installer là où je me tenais autrefois. Ils avaient construit une structure familiale autour de mon travail silencieux et pensaient que ça durerait toujours. Ce ne fut pas le cas. Et pour la première fois de ma vie, quand ils ont cherché la femme qui rendait toujours les choses plus faciles, ils ont trouvé exactement ce que je leur avais donné lors de ce repas de la fête des mères devant tout le monde, une réponse qu'ils ne pouvaient plus annuler. Non.